si Charles-Antoine Delpierre d'Engie veut bien venir nous rejoindre sur notre table ronde en plénière, le petit Charles-Antoine, Charles-Édouard, le petit Charles-Édouard est demandé en plénière. Le grand Charles-Édouard. Bon, écoutez, je vous propose de commencer. Charles-Édouard nous rejoindra de toute manière, il interviendra au cours de cette plénière. Merci à tous d'être présents ce matin pour cette table ronde dédiée à une question existentielle extrêmement importante. Existe-t-il un modèle de Smart City à la française ? Table ronde relativement dense, vous verrez qu'il y a de nombreux intervenants, et évidemment de nombreux intervenants de qualité. Alors, on va faire une très rapide présentation des intervenants, et puis on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous avons avec nous Hugues Pouzet, qui est consul honoraire, consul délégué de l'Estonie à Lyon et en région Rhône-Alpes. Anne-Marie Cocula, pardon, pas Anne-Marie Cocula, je ne sais pas pourquoi je passe Anne-Marie. Alain Turby, qui est vice-président en charge du numérique à Bordeaux Métropole. Nous avons également Jean-Philippe Clément en charge de la donnée à la mairie de Paris. Nous avons Tom Sanders, qui est chercheur à l'Institut de recherche Nesti et qui présentera plus en détail ce qu'est Nesti dans quelques minutes. Nous avons également Charles-Édouard Delpierre d'Engie, Constance Nebula, conseillère municipale déléguée à l'économie numérique et à l'innovation pour la ville d'Angers. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne sais plus, je suis perdu. Et oui, et pardon, Arnaud Chevalier de Connexins. Donc, comme vous l'avez noté, nombreux intervenants, on va aller très rapidement dans le vif du sujet. Et on va commencer par une première intervention. Vu qu'on parle de ville intelligente et de modèle à la française, on va commencer par finalement un peu de recul. On va se positionner en dehors de France. Et donc, je passe la main à Hugues Pouzet, consul donc, de l'Estonie, qui va nous parler du modèle de l'e-Estonie et de la ville intelligente dans leur vision. Voilà, écoutez, merci beaucoup de me laisser la parole. Vous savez peut-être que l'on parle, vous qui êtes très branchés, connectés, de la e-Estonie. Il y a à peu près un mois, on a organisé à Paris, à l'ambassade, une réunion avec l'Agence du numérique et ce que l'on appelle, et j'aime bien le terme, les architectes qui ont créé en Estonie ce qu'on appelle la e-Estonie, la e-gouvernance. Alors Antoine Darod, que vous connaissez sans doute, hein, qui est le directeur de l'Agence du numérique, à cette occasion a dit, et je le cite, « Engagé sur la voie du numérique, la France a décidé de s'inspirer de l'Estonie, pionnière de l'e-administration. Notre pays est en retard dans le numérique. Nous avons besoin d'échanger avec les bons élèves européens pour progresser. » Je ne sais pas si vous situez tous où est l'Estonie. Alors je vais vous dire deux mots importants sur sa situation géographique, mais surtout politique, pour bien comprendre comment on est arrivé à un pays où quasiment 100% de l'administration est digitalisée. L'Estonie est le pays balte, puisqu'on les appelle comme ça, le plus au nord. Il est situé au bord de la mer Baltique. Au sud, vous avez la Lettonie et à l'est, vous avez la Russie. Vous avez, pour vous situer, la capitale qui est Tallinn, qui est une ville magnifique, qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO, qui est une ville médiévale. Vous avez à l'est, à peu près à la même hauteur, vous avez Saint-Pétersbourg, Stockholm à 400 km, et Stockholm de l'autre côté, et de l'autre côté de la mer au nord, vous avez la Finlande. Sachant que l'Estonie est un pays très proche de la Finlande. Alors l'Estonie est ce qu'on appelle un petit pays, surtout pour sa population, parce que sa taille, l'Estonie est plus grande que la Suisse, c'est plus grand que le Danemark par exemple, ou bien sûr que la Belgique ou les Pays-Bas. L'Estonie est un petit pays en nombre de population, puisqu'il n'y a qu'entre 1,3 et 1,4 million d'habitants, pour un territoire grand, ce qui s'explique pour diverses raisons, notamment parce qu'en Estonie, c'est le droit du sang, et qu'il est difficile de devenir estonien, puisqu'il faut au moins parler la langue estonienne, et c'est une langue assez difficile. Et puis c'est une volonté de préserver un territoire. Alors, l'histoire de l'Estonie, en deux mots, c'est une histoire à la fois millénaire et extrêmement récente. Millénaire, puisque l'Estonie existe depuis des milliers d'années.
c'est une ouverture sur la Baltique qui a toujours été très importante, puisque c'est un port en eau profonde, même si l'hiver, quand il fait très froid, ce qui n'est pas le cas ces derniers hivers, vous pouvez avoir des îles qui sont reliées non pas par les bateaux, mais par les voitures sur la glace. L'Estonie a été occupée de nombreuses fois par différents royaumes, que ce soit le Danemark, que ce soit la Suède, la Pologne, et le dernier en date était la Russie des Tsars. Et l'Estonie a pris son indépendance en 1918, donc on fêtera bientôt son centenaire d'indépendance. Il se trouve que dans les années 40, il y a un pacte qui avait été signé secret entre l'Allemagne et la Russie pour permettre à la Russie d'envahir l'Estonie, qui a été envahie par la Russie, ensuite qui a été occupée par les nazis, et ensuite repris par la Russie jusqu'en 1991. En 1991, l'Estonie a fait ce qu'on appelle sa révolution en chantant. C'est assez exceptionnel, je le cite comme ça au passage pour l'histoire, puisque l'Estonie a toujours une tradition de chant, et tous les 3, 4, 5 ans se réunissent 30 000 chanteurs avec plus de 10 000 personnes qui assistent à ces concerts. Et à l'occasion de ces concerts, petit à petit, on a fait passer des idées subversives pour retrouver sa liberté, et profitant des modifications qui intervenaient en Russie, enfin en Union soviétique, l'Estonie a pu, sans vraiment qu'il y ait de heurts, prendre son indépendance. Si je vous dis ça, c'est pour vous dire que là, l'Estonie est devenue un pays nouveau, moderne, où tout a été à reconstruire sur la base quand même d'un système très encadré, très soviétique. Et à cette époque, il y a eu des dirigeants qui ont senti l'avenir, puisqu'ils ont vu que le numérique, le digital, et en 91 c'était quand même très en avance, était l'avenir. Et l'Estonie a su construire son économie sur le numérique, le digital, avec la grande force, et c'est une force certainement à reprendre dans nos économies chez nous en France, d'associer le gouvernement à des entreprises très en avance sur les nouvelles technologies. Et tout le système estonien s'est construit et se construit toujours sur une collaboration entre l'État et des entreprises privées. Donc l'Estonie a rejoint l'Union européenne, la zone euro, est membre de l'OTAN. Et pour vous dire l'avance qu'elle a sur ces domaines, c'est à Tallinn, en Estonie, qu'a le siège de la cyber-war, enfin la cyber-guerre, je cherche le terme en français, puisque l'Estonie est très sensible à toutes ces questions d'attaque numérique et qu'elle a connues il y a quelques années. Alors, en Estonie, ça s'est fait progressivement. On a démarré par les parkings qui étaient numérisés pour en arriver aujourd'hui à quasiment du 100%, puisque 95% des services ne nécessitent plus que les Estoniens aillent à un guichet. Alors, tout ça repose en Estonie sur votre carte d'identité numérique. Votre carte d'identité numérique, elle a 2 certificats. Elle a d'abord un premier certificat d'identification, comme toute carte d'identité, et elle a un deuxième certificat de signature électronique pour permettre de faire un certain nombre d'opérations. Grâce à ça, vous faites quasiment toutes les opérations de la vie courante. Vous pouvez aussi bien réserver une place chez un médecin, consulter votre dossier médical, avoir l'ordonnance électronique, c'est-à-dire que vous allez chez votre médecin, quand vous allez à la pharmacie, vous aurez déjà votre ordonnance qui sera comptabilisée sur un ordinateur, vous n'aurez plus qu'à présenter votre carte. Vous allez pouvoir également, avec votre carte électronique, bien évidemment, faire votre déclaration d'impôt, payer vos impôts. Vous allez pouvoir, bien évidemment, avoir tous les services bancaires grâce à votre carte électronique. Vous allez avoir accès à votre cadastre, donc à vos biens cadastraux. Vous avez également la possibilité d'avoir ce qu'on appelle la e-school, c'est-à-dire, c'est, outre bien sûr la possibilité d'enseigner, je dirais, des tablettes de façon numérique. Est-ce que ça va mieux? Voilà, ça va beaucoup mieux. Vous avez surtout pour les parents, et ça se généralise un peu dans d'autres pays, la possibilité de suivre votre enfant, de suivre quand votre enfant arrive en classe, quand il sort, quels sont les liens qu'il a avec les professeurs, les notes, etc. Et puis vous avez surtout aussi la possibilité de voter. Donc n'importe où que vous soyez dans le monde, vous pouvez voter. C'est pour ça que dans les consulats concernant l'Estonie, on n'a pas les problèmes d'autres pays où il y a le vote régulièrement, il faut accueillir des personnes pour voter. Tout se fait de façon électronique. Ça, c'est pour ce qui se fait aujourd'hui au quotidien. Bien évidemment, au niveau des gouvernants, tout est dématérialisé. Notre président de région, Laurent Wauquiez, quand il était ministre il y a quelques années, a fait un voyage en Estonie. Il est resté très marqué que quand il a visité la salle du Conseil des ministres, il n'y a pas de papier.
C'est tout en tablette. Vous recevez tout est dématérialisé. Alors, tout cela, on reviendra sur des questions tout à l'heure, parce que je ne veux pas monopoliser la matinée. Il reste beaucoup de choses à dire. Tout cela, pour le gouvernement, se retrouve à tous les niveaux. Vous avez ça au niveau judiciaire. Vous avez le e-judiciaire, c'est-à-dire que dès qu'une information est rentrée, parce que quelqu'un a été arrêté, soit par l'équivalent de la gendarmerie ou de la police, tout est rentré dans un fichier qui sera dupliqué pour que toutes les instances ensuite aient l'information. Parce que la force qui a permis de faire ça aussi, et on en parlait justement avec l'Agence du numérique, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'interopérabilité des informations. C'est-à-dire qu'une fois que l'information est rentrée auprès de n'importe quelle administration, elle est transversale. J'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure. Elle est transversale et tout le monde a l'information. Ce n'est pas la carte vitale qu'on garde dans son coin. Je dis ça parce que l'autre jour, c'est ce qui a été sorti par le responsable de ces questions-là au niveau français, où on a notre carte vitale qui aurait pu peut-être servir à avoir une carte qui serve à d'autres domaines. Non, on garde un peu les informations, c'est un peu cloisonné. Là, c'est totalement transversal. Alors, l'Estonie, qui a vocation, c'est un peu ce qui se dit, d'être un peu dans l'avenir, ce qui est Singapour pour la finance, de l'être pour le digital dans le monde. L'Estonie, étant un petit pays, devant se développer, a une idée tout à fait nouvelle, fin 2014, de créer une identité transfrontalière, digitale, ce qu'on appelle la e-résidence. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. La e-résidence aujourd'hui est destinée aux entreprises pour vous permettre, où que vous soyez dans le monde, de créer votre entreprise virtuelle en Estonie, sans avoir besoin de vous déplacer, d'avoir votre cabis qui va être créé en 1 heure, d'avoir votre siège social et de pouvoir faire toutes vos opérations à partir de l'Estonie, payer votre banque, vous avez la signature cryptée. Quel est l'intérêt ? Principalement, au départ, c'est un intérêt pour les non-européens. Un non-européen, qui soit en Chine, qui soit au Japon, aux États-Unis ou en Inde, qui veut venir en Europe. Au lieu d'avoir à créer une société, ouvrir un bureau à Londres, quand c'était Londres, ou dans une autre place connue en Europe, il peut, par ce biais, créer son hub en Europe et pouvoir rayonner en Europe. L'ambition de l'Estonie a démarré fin 2014, c'est un petit pays, c'est d'avoir en 2025 10 millions de résidents. On est parti avec 0 fin 2014, on en est déjà à 15 000. Le 10 millième, pour vous donner un exemple, c'est une société américaine qui fait du paiement bancaire à travers le net et qui avait besoin d'ouvrir en Europe une entreprise. Initialement, ils pensaient ouvrir à Londres. Ça n'a rien à voir avec le Brexit, mais ça aurait pu aujourd'hui, mais d'ouvrir à Londres, puisque pour les anglo-saxons, c'est très pratique et c'est une certaine renommée. Et il s'est rendu compte que par l'Estonie, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de bureau. Il ouvre et à partir de là, il peut gérer son entreprise dans l'ensemble du territoire européen. Pour des Français, ça a également un intérêt, principalement quand vous avez une activité dans le nord de l'Europe. Ça vous permet d'avoir un hub sans avoir à vous déplacer. Outre le fait que la fiscalité en Estonie, ce n'est pas un paradis fiscal, mais la fiscalité a un système qui est assez intéressant, puisque c'est le flat tax. Tout le monde paye, les personnes physiques, 20% de vos revenus, quels que soient vos revenus. Et quand vous êtes une entreprise, vous payez 20% si vous distribuez des dividendes, mais si vous ne distribuez pas de dividendes, vous n'avez pas d'impôt. Donc, on est aujourd'hui très en avance sur l'Estonie et beaucoup d'entreprises viennent s'installer pour ça en Estonie, puisque c'est très business friends. Et à titre d'exemple, je ne sais pas, on en parlait ensemble l'autre jour, je ne sais pas si vous connaissez Ty Chris. Alors, on n'est peut-être pas assez jeune pour connaître Ty Chris, mais je vais vous dire qui c'est, vos enfants connaissent certainement. Ty Chris est le champion du monde de roller. Il a gagné les X Games et surtout, il s'est fait connaître quand il a sauté de la Tour Eiffel avec ses rollers. Ty Chris arrivait en fin de carrière, c'est aujourd'hui, il aura une 40aine d'années, et il s'est dit, moi, il faut que je crée une entreprise, je n'y connais rien, mais dans le digital. L'idée qu'il a eue, c'est de se dire, il faut qu'on puisse faire comme on a pour des réservations de nom de domaine, c'est pouvoir réserver des numéros de téléphone et qui ne soient pas attachés forcément à une carte SIM. Que si on perd sa carte SIM, on ait toujours le même numéro de téléphone, quelle que soit la carte SIM. Donc il a fait une étude, il a réussi à trouver des techniciens qui ont mis au point ce système et il a fait une étude internationale et il s'est installé en Estonie parce qu'il a senti que c'était le lieu, je dirais, actif pour permettre, je dirais, d'être moteur dans ce développement. Donc l'Estonie, je vous l'ai dit, ou je ne sais plus, que Skype a été créé en Estonie et un grand nombre de sociétés dans le numérique sont en Estonie. Donc l'idée, et j'en terminerai là-dessus, comment faire pour développer le numérique? Et c'est un peu, je dirais, le message que fait passer l'Estonie, puisque l'Estonie a un service dédié aux pays étrangers pour aider à se former pour gérer la e-gouvernance.
les Canadiens, les Japonais et dernièrement des pays du Golfe sont allés se former en Estonie pour dématérialiser leur gouvernement. Et c'est un peu l'idée qu'ont le gouvernement français et aujourd'hui même les régions. Parce que l'idée est de se dire, en France, j'ai vu tout à l'heure que vous étiez vraiment votre cœur de sujet, l'idée c'est de se dire, est-ce qu'il faut faire cela au niveau national ou est-ce qu'il faut faire ça au niveau régional? Et les trois notions, et ça recoupe un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, première chose, il faut convaincre les populations que c'est leur intérêt. Parce que l'Estonie sortait du bloc soviétique. Donc il ne faut pas croire que les gens étaient formés, étaient très ouverts forcément à ces technologies. Donc il a fallu convaincre de tous âges les populations, leur montrer qu'il y a un intérêt, qu'il y a un gain. La deuxième chose, il faut savoir trouver les bons moteurs. Les bons moteurs, c'est État plus entreprise privée. Et la dernière chose, je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut des moyens. Il faut que vous ayez accès au web. Que vous ayez accès. Et en Estonie, 100% du territoire est en Wi-Fi. Et l'Estonie, vous avez quand même 52% du territoire qui sont des forêts. Vous avez encore 500 ours, une centaine de loups. Donc c'est encore assez sauvage. Et partout où vous soyez, vous avez accès à Internet. Donc voilà le message en quelques mots de l'Estonie, qui est je vous invite, est un pays absolument magnifique et encore préservé. Donc qui arrive à marier, je dirais, la beauté du paysage, la tranquillité, l'innovation de ces pays du Nord. Je fais juste cette boutade. Vous savez que ces pays du Nord sont très en avance sur ces questions, je dirais, également du design. Et un designer estonien a créé, alors c'est un peu gadget, mais ça vous donne l'image de ce genre de pays, un mégaphone géant en bois qui se met dans les forêts pour vous allonger et écouter les bruits de la forêt. Sachez que l'Estonie, pour conclure, puisqu'on est à Lyon, est finaliste du Bocuse d'Or qui va se tenir à Lyon en janvier. Et qu'à Lyon, vous avez un festival qui s'appelle le Festival du Polar, qui s'appelle le Quai du Polar, qui a lieu en février, avril, peut-être avril, où cette année, un auteur estonien qui sera mis en évidence. J'en termine pour vous laisser la parole. Merci beaucoup, monsieur le consul. Merci pour cette présentation d'un pays. Carrément, on parlait de ville intelligente et tout à l'heure, je me suis fait interpeller en disant ville intelligente, mais pourquoi pas territoire? Là, on peut parler carrément de pays numérique. Et en fait, là encore, la notion d'échelle est un point évidemment extrêmement important. La notion de temporalité également est importante. Vous l'évoquiez dans la présentation de cette historique, c'est que finalement l'Estonie, de ce point de vue-là, est un pays jeune et qui s'est inventé de manière numérique. Maintenant, il faut avoir conscience aussi qu'il y a tout un ensemble d'autres territoires qui, eux, ont peut-être un historique, une construction de systèmes, d'infrastructures, de réseaux qui finalement date un peu plus, c'est agrégé et donc cette construction est un petit peu différente. Je voudrais passer du coup la parole à Tom Saunders. Tom, you are a researcher at the Nesty Institute. It's a foundation dedicated to innovation to promote social good. And I think you have published a study named Rethinking Smart Cities from the Ground Up. Could you talk to us about what you have studied about how to rethink cities and smarter cities? Sure. Is it okay if I go for that? Thanks. Well, thanks for the invite to speak today. I'll keep it brief because there's some great people on the panel. Yeah, and sorry I can't speak French. I didn't listen in school, I think. So here we are. So I'm from Nesta. We're a charity in the UK, and we work on innovation for social good. So in a whole range of fields, so health, cities, lots of other things. What I'm going to speak to you about today is collective intelligence. Now, you're here for a conference on cities, so this might feel a bit strange. But just firstly, who in the room works for a local government? Anyone? Okay. Good. And maybe academia? Any academics? One. Well done. Two. And so the rest of you are businesses, I guess. Businesses? Okay. There's a missing portion. I don't know who that is. Okay, but there are a few businesses and a few governments. That's good. So basically, we did a report on smart cities, and we found 4 major issues. It's all about technology. You know, it's all about the new shiny thing.
it ignores the experts, and the experts can be people, and they can also be, so like citizens, but they can also be people working in your government. Often it's people with technology coming in and say, do it this way, this is what the technology says. There's often little evidence for sticking sensors on things and, big data and all that kind of stuff. And there's little role for citizens to engage in how the city works. So that's the report. It's free and available online if you want to go and have a look. So what we think it's about now is collective intelligence, and it's a bit of a vague term. But what we're saying is that it can allow governments, city governments, to do these 4 things. So finding out what the problems are in society. Using what we're calling collective intelligence, you can do that better and potentially cheaper. Coming up with new ideas and options to do things, policies, programs, that kind of thing. Making better decisions, so working with people outside of government, you can make better decisions. And oversight and learning, so how did the program go, what was the problems with it, all of that kind of thing. We think this is really a much better way to see this than the traditional smart city idea of sensors and data and things like that. Important point, and I always worry about putting in this slide because it's a little bit patronizing, but the idea is that it's not about the tools, so it's not about the platform. As a city government, you're here to serve the people. You solve the problems that people have, and the problem might be transport, it might be housing, it might be health. The problem isn't we need big data, and it's never stick a sensor on something. The tool is as you know, is a way to fix a problem, and you always need that in your mind. And I kind of say this now because now I'm going to go through about 10 different tools, but I just want to make it clear that it's not about the tool. It's about this process. So what we're doing now at Nesta is working with a number of city governments around the world to come up with a process where you can meaningfully engage citizens to do those 5 things I mentioned earlier. Because lots of city governments around the world are trying to engage citizens, but often it doesn't work. People generally, for the most part, just want to be left alone. They don't want to download city government apps. They don't want to read about local plans. So how do you involve people? How do you motivate them and use that intelligence? That's what we're looking at now. I hate this picture, but what collective intelligence, it's not asking people one question once, because if you do that, you get very bad answers. Collective intelligence is about debate, deliberation, coming up with ideas that, the group wants. It's not about individuals asking for what they themselves want, because you get things like that. So back to this. So I'll now whiz through this really quickly because, as I said, this panel knows much more than me about all this stuff. So, there are many ways now where you can collect data on people movements, and this is a little bit scary because it's kind of like NSA tracking people, but actually it also has a lot of positive uses. So in Italy, they've used it, mobile phone network data, matching that with air pollution maps, and they can map your exposure to pollution. And there are many other ways around transmission of diseases and things like that. And this is a big emerging field, and lots of city governments that we're working with are now working with the telecom companies to say, what can we do with that data? Because it has lots of possibilities. Micro-surveys, this is more about development. We do a lot on development, but traditionally your census, whether it's every year or 10 years, costs so much money. The data's out of date when you get it. Micro-surveys, where you ask people maybe one question once a week, are a very useful way to kind of rapidly take the pulse of what people think about an issue. And you can track it over time, so you can measure things like well-being,
quite randomly now, we're doing some work in Moldova with the government there, looking at how these things like micro-surveys and self-assessment can be used to track well-being. This is one from France, so this is about getting ideas and options. So I think lots of cities in France have used this, Cartisipe. But the thing here is that it's good because you get people involved and it looks nice and visual, but the problem is that it's one idea. What do you want? Oh, I want a new bike lane, or I want a new park. And that's great, but the citizen asking that question once, it doesn't take into account the constraints on the council, the budget constraints, the political things, you know. So you need to kind of move beyond these platforms to debate. So you probably know about Better Reykjavik. It's in Iceland. Basically, citizens can propose issues, but then they have to debate them and vote on them. And only the ones that the group wants gets put to the council. And I think they've spent about 2 million a year on the last 5 years in building ideas from citizens. I'll go through it a bit quickly now. You obviously all know this one, but you know, the idea here is that decision-making isn't really, when you ask citizens to make a decision, it's not really decision-making, it's getting new ideas. You're saying to people, what ideas do you have? You decide, and then we as a city government vote on what to do, as it should be, because we're talking about representative democracies here. But things like participatory budgeting allow people to have a direct say on things, and these are quite interesting exercises. There are a number of these across Europe. Yeah, and then lastly, kind of tracking. So this is in Canada. Basically, they track the promises of the Canadian Prime Minister. Citizens come together, they see what he said on social media, what he said in reports online, government official reports, and they track, I think, about 600 promises that he made. And the point here is that involving citizens in this kind of oversight of programs is actually quite a useful way to do lots of things like reduce corruption, increase efficiency, increase program completion. And a lot of people think about this stuff as more relevant to development. So we see a lot of it in Kenya and places like that. But it could actually be quite useful for Western cities. And you know, involving people in the oversight of these programs is actually also a useful way to get buy-in. So if people know that you had to cut €1 million this year from your budget, and then they get a chance to look at the program, a kind of oversight exercise, you get their understanding of what problems you have. Okay, this is my last slide. So basically, we think when you're trying to do this stuff, whatever you want to call it, collective intelligence, citizen engagement, we think these are really the key issues. So I'll not go through all of them. Some of them are quite relevant to the smart city. So it's not about the technology, it's about your problem. Keep it simple. A lot of this stuff is really new, and doing it in government is about changing cultures. And no one wants to be told you've got to use this new platform from Monday. It's going to change your life, and you have to change the whole way you work. So all of it's it's most successful when it's incremental, trying small things, building on it, building buy-in across the organization. And I think lastly, the most important one is, with a smart city, you have to remember that even in Lyon, not everyone is on the internet. There are people who don't have smartphones, who aren't online. And if all you're doing is delivering services online or tracking people online, you're going to miss out a part of the population. And so the most useful and interesting exercises that we've seen around the world are a kind of blend of online and offline activities to make sure that the initiative is really inclusive. Well, I'll stop talking now, but thanks a lot, and I'm happy to take questions later on. Thank you very much, Tom. Merci pour cette présentation qui nous donne une vision du coup internationale et puis qui finalement remet au cœur du sujet de la ville intelligente le citoyen, l'usager et la manière de résoudre les problématiques des usagers au quotidien comme étant un élément fondamental
gouvernance et de stratégie, et de développement des villes intelligentes. Justement, si du coup on revient à notre question d'origine, existe-t-il un modèle de ville intelligente à la française? Peut-être qu'on peut repartir justement à partir d'un modèle qui se construit depuis quelques années déjà. Tu parlais de temporalité, de le faire de manière simple, mais en prenant le temps. On parle de transformation progressive. Est-ce qu'on peut du coup avoir la vision, Alain, de la stratégie numérique que Bordeaux Métropole construit et continue à construire pour justement les usagers bordelais? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Difficile de prendre la parole après les deux derniers intervenants, notamment vous, monsieur le consul. La France n'en est pas là. Elle n'en est pas là. Je crois que Fabien, tu l'as bien résumé. Tu as dit tout à l'heure que nous n'étions pas encore. Nous avions une histoire, et effectivement, cette histoire participe à cette situation. Nous en sommes encore au stade où nous parlons de confiance numérique, où nous devons éduquer les Français à la confiance numérique. C'est vraiment un sujet particulièrement important. Et j'irai même un peu plus loin. Nous en sommes au stade. La semaine dernière, j'avais ce qu'on appelle un comité technique dans la petite commune dont je suis le maire. Et j'étais au stade où je devais convaincre un représentant syndical d'accepter le télétravail qui était demandé par un de ses collègues de travail et accepté par la direction. Et lui y était opposé. Donc on voit bien que, si vous voulez, on en est encore au stade où certaines discussions méritent effectivement un temps d'adaptation. Alors, j'espère que d'ici à ce que la France s'adapte au monde numérique dans lequel nous nous trouvons, eh bien que nos concitoyens n'iront pas tous en Estonie, vous ne pourrez pas tous les accueillir. En tout cas, c'est avec beaucoup d'admiration que j'ai pris connaissance un peu de ce que vous faites dans votre pays, et je crois qu'il va falloir réellement que je vienne voir un peu ce qui se passe chez vous, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses dont nous pouvons nous inspirer. Bon, on organise ça au premier trimestre, donc. On est d'accord. Ceci étant, ce que je voulais vous dire également, c'est que ça ne nous empêche pas d'avoir une vision de ce que c'est que la ville intelligente. C'est ce que nous essayons de faire en tout cas. Beaucoup d'actions sont menées. Alors, si je devais donner des exemples concrets sur lesquels nous travaillons, eh bien, il y a cette démarche en matière d'éducation. On parlait tout à l'heure d'éducation à la confiance numérique. Eh bien, je pense que si dès le plus jeune âge nous accompagnons les enfants dans l'utilisation du numérique, eh bien c'est quelque chose d'intéressant. Alors il ne faut pas que le numérique prenne toute la place dans la classe. Il faut bien sûr garder un espace pédagogique, mais il faut bien sûr accompagner en accompagnant les écoles, en les dotant d'outils adaptés dans cette démarche d'e-éducation. Bien sûr, le domaine de la mobilité n'est pas en reste. On parlait tout à l'heure des afficheurs qui permettaient de donner le temps de trajet que vous avez pu déployer sur notre territoire. Il y a effectivement des sujets qui existent. Alors, Bordeaux a fait figure à un moment donné de précurseur en la matière en se dotant du système Gertrude, qui permettait de gérer le trafic. Bon, entre-temps, ce système a pris un peu la poussière, et a mérité un petit peu d'optimisation. Donc, on y travaille effectivement. Quand Alain Juppé m'a confié cette délégation au numérique, entre autres choses, ce qu'il m'avait demandé de faire, c'était de travailler sur ce sujet particulier de la mobilité, parce que c'est un sujet majeur dans l'agglomération bordelaise. Pour ceux qui circulent de temps en temps à Bordeaux, je pense que vous avez peut-être pu voir que la circulation n'est pas tout à fait aisée. Et puis, nous essayons bien sûr d'améliorer la relation aux citoyens en mettant en place des outils permettant la relation de proximité. C'est ce que nous avons fait avec Bordeaux Ma Ville en Poche récemment, en proposant donc des informations de proximité aux concitoyens. C'est aussi, je l'ai vu tout à l'heure, la maire de Paris qui appelle à la participation au niveau de la préparation budgétaire. C'est ce que nous faisons nous aussi sur la démarche, par exemple, du site de la participation de Bordeaux Métropole, qui dépasse la participation réglementaire, c'est-à-dire que nous allons un peu plus loin que ce qui est demandé par la loi. On va même consulter le citoyen sur ce qui n'est pas réglementaire, justement, pour effectivement collecter un maximum d'informations sur ce qui est voulu par le concitoyen. Simplement, j'aimerais aussi insister sur un point, c'est que les collectivités connaissent une transformation majeure. La loi MAPTAM a instauré les métropoles, donc Bordeaux Métropole est devenue une de ces métropoles. Chaque territoire s'est adapté à cette réglementation.
Chez nous, il y a eu le fameux principe de la mutualisation à la carte, c'est-à-dire que nous avons offert aux communes qui le souhaitaient la possibilité de fusionner leurs services numériques avec la métropole. C'est quelque part ce que 14 communes ont décidé de faire pour le moment. Forcément, cela nécessite que les agents de Bordeaux Métropole se focalisent dans un premier temps sur ces services communs, sur le socle commun, le socle d'infrastructure qui permet effectivement d'offrir ces services, mais ça permet aussi de rationaliser et d'offrir une réelle identité métropolitaine. Quand je me déplace à l'étranger, quand on me demande d'où est-ce que je viens, je suis le maire d'une petite commune qui s'appelle Carbon-Blanc. Eh bien, malheureusement, quand je me rends aux États-Unis, je ne dis pas que je suis le maire de Carbon-Blanc, je ne dis pas que je suis le maire de Bordeaux, ça c'est pas encore moi. Mais par contre, je dis que je viens de Bordeaux parce qu'effectivement, c'est immédiatement ce qui est connu à côté. Donc, il y a effectivement une nécessité de travailler sur une identité métropolitaine. Cette identité métropolitaine, elle passe notamment par les services numériques que nous pouvons offrir aux concitoyens. C'est ce que nous faisons par exemple en amenant la fibre optique sur le territoire, notamment à destination des entreprises, pour justement créer l'attractivité. Il se trouve que la marque Bordeaux est une marque qui se vend bien. C'est aussi en accompagnant les entreprises du territoire à développer une réelle stratégie d'innovation. Alors je me trouve à Lyon, je vais rendre hommage à nos hôtes, puisqu'il y a un dispositif à Lyon qui s'appelle le Tuba. Eh bien, nous avons à Bordeaux copié Lyon et nous avons lancé Bordeaux Métropulse qui est exactement sur la même démarche, sur la notion d'innovation. Il faut effectivement accompagner l'innovation de l'innovation. Donc il y a un besoin là-dessus. Et je terminerai mon propos par un dernier exemple qui est que les collectivités territoriales ont de moins en moins d'argent. Nous ne sommes plus en capacité de réaliser nous-mêmes un certain nombre d'outils. Premièrement parce que notre ingénierie se consacre à l'heure actuelle à la réforme territoriale et donc ça prend du temps, ça nécessite de l'énergie. Mais en plus, je crois et je suis convaincu aussi que notre stratégie de service à offrir aux concitoyens ne peut pas reposer que sur l'ingénierie de la collectivité. Il faut faire confiance aux opérateurs privés. Il faut que les opérateurs privés se saisissent de cela, parce qu'ils ont la capacité à développer, parce qu'ils ont l'énergie pour pouvoir le faire. Et pour cela, ce que nous avons comme stratégie, eh bien, ils sont présents dans la salle. Dans quelques minutes, je vais devoir vous quitter pour aller présider l'Assemblée générale d'Open Data France. Nous avons créé une structure qui s'appelle Open Data France, une association qui vise pour les collectivités qui en sont membres, à définir une stratégie nationale en matière d'ouverture de données, de la donnée publique, qui est une vraie richesse, qu'on souhaite rendre la plus brute possible aux opérateurs privés, de façon à ce qu'elle soit exploitable et réexploitable autant que nécessaire pour offrir de nouveaux services aux concitoyens. Je crois que cette logique qui consiste effectivement à proposer la donnée publique pour qu'elle soit réutilisée et permettre la création de nouveaux services innovants en faisant appel aux opérateurs privés sur ces sujets-là, je crois que c'est un des leviers majeurs qui va nous permettre effectivement de développer des services particuliers. Alors, est-ce que c'est ça qui constitue la Smart City à la française ? Je ne sais pas. En tout cas, je suis quand même assez convaincu que c'est entre autres choses ce qui nous permet de toucher du doigt un certain nombre d'objectifs. Il est clair que quand le politique prend la parole et qu'il dit que le sujet majeur à Bordeaux, c'est la mobilité, il y a des opérateurs dans la salle qui l'entendent et qui sait qu'effectivement, il va falloir développer des outils permettant de le faire. Et que ça va répondre à un besoin. Donc nous, en tant que politique, nous sommes là pour répondre à des problèmes et à des questionnements. Eh bien, nous apportons ces solutions par le biais de ces interpellations que nous faisons et que nous lançons à destination des opérateurs privés. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Non, juste une information pratique pour rebondir sur ce que vous dites. Vous savez qu'en Estonie, et c'est plus que vous dites, on peut se faire aider de ce genre de pays. Vous avez à Tallinn, dans la capitale, ce qu'on appelle le e-showroom, qui est un lieu destiné aux délégations gouvernementales ou aux régions
pour montrer comment tout cela fonctionne. Aujourd'hui, on en parle de façon, je dirais, pas pratique, pas technique, parce que moi, je n'ai pas les capacités techniques, où on vous explique comment faire. Donc, je dirais, n'hésitez pas, les régions ou les métropoles, à contacter, je dirais, à travers l'ambassade ou votre consul, pour organiser un déplacement. Le MEDEF l'a fait dernièrement à Paris. Madame le maire y est allée aussi au mois de juin. Donc, il y a un accueil qui est fait pour, je dirais, aider à cette participation. Merci. Tu évoquais de nombreux sujets. Je sais que tu vas devoir repartir dans quelques minutes sur Open Data France, sur l'Assemblée Générale. Mais je trouve que c'est intéressant de faire le parallèle entre les différentes présentations qui ont été faites, parce que tu as parlé d'innovation, tu as parlé de réplication. Tu dis copier le tuba, mais au final, on revient sur ce que Tom disait tout à l'heure. Keep it simple. Si ça fonctionne à un endroit, si ça apporte de la valeur à un endroit, ça sert à rien d'essayer de forcément se démarquer par principe. Ce modèle de réplication, de réutilisation, de factorisation, tu évoquais le fait que les collectivités, les métropoles n'avaient plus forcément les moyens d'avoir leur propre ingénierie sur tous les sujets. Donc autant factoriser, capitaliser pour aller de l'avant et produire de l'innovation. Et tu as beaucoup parlé de la data, tu as parlé de Bordeaux Métropole, donc qui est ce lab qui va permettre de manipuler de la donnée publique pour produire de nouveaux services. Et du coup, j'aimerais profiter de l'occasion pour passer la main à Jean-Philippe Clément, qui était le responsable de la mission Ville intelligente de la mairie de Paris et qui, depuis plus d'1 an maintenant, est le Chief Data Officer de la mairie de Paris et qui a eu l'occasion de lancer de nombreuses démarches autour à la fois de cette réflexion de ville intelligente et de cette gouvernance de la donnée. Jean-Philippe. Merci. Bonjour. En fait, je suis en charge de la data que depuis juillet. C'est-à-dire que c'était médiatisé effectivement un petit peu en janvier, mais véritablement, opérationnellement depuis juillet. Moi, je vais essayer de répondre à la question du coup de la Smart City à la française. Alors, j'ai pris quelques notes. C'est comme j'ai un peu une âme estonienne. J'ai pas pris ça par papier. J'ai pris ça un peu en mode numérique. Je pense qu'il y a une Smart City à la française. D'abord d'un point de vue politique. Si on se remet un peu en arrière, peut-être il y a 5 ans, la Smart City, c'était pas vraiment un concept porté et compris par les collectivités ou même la France. Et c'était un portage qui était très business, qui était celui des grands acteurs, qui ont forgé d'ailleurs ce concept-là. C'est eux qui nous font connaître aujourd'hui ce mot-là. Alors, on pourrait choisir de ne plus l'utiliser, Smart City, parce que effectivement, il est un peu galvaudé. On entend derrière tout de suite toute la technologie qui est en marche. Moi, je pense qu'il faut continuer à l'utiliser. Mais par contre, il faut se le réapproprier. C'est-à-dire qu'on a changé complètement le modèle. Il y a encore 5 ans, on était sur des logiques où c'était les offreurs de solutions qui venaient vous parler de Smart City. Généralement, ils vous posaient sur la table une boîte noire magique où ils vous disaient tout ça, la mobilité, c'est bon, je fais. Les déchets, je fais. L'énergie, je fais. Il n'y a plus qu'à nous dire oui et puis on le fait pour vous. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une Smart City à la française parce que justement, les collectivités ont pris le temps de réfléchir à leurs objectifs, à leurs stratégies et du coup de renverser un peu la table. Et la Smart City à la française, c'est une Smart City de la demande. C'est une Smart City qui sait où elle va aujourd'hui, qui sait où elle va en termes de politique de mobilité et qui est du coup en capacité de pouvoir parler correctement avec les grands acteurs ou d'ailleurs les petits acteurs du secteur. Donc politiquement, je pense qu'il y a une Smart City à la française. Je pense que du coup aussi, techniquement, il y a une Smart City à la française, parce qu'encore une fois, techniquement, c'est important en France, pour les collectivités notamment, de rester autonomes dans le temps vis-à-vis de leurs solutions. Et il y a une culture en France de l'open source, et je pense qu'elle s'applique aussi à la Smart City aujourd'hui. On est plusieurs collectivités d'ailleurs à beaucoup échanger en ce moment sur nos questions de plateforme, nos questions de technique, nos questions savoir comment on pourrait faire pour avoir une plateforme qui nous laisse autonomes dans le temps globalement sur les 3, les 5, les 10 prochaines années. Et donc, je pense qu'il y a une Smart City à la française d'un point de vue technique, c'est qu'on n'a pas tous plongé dans des solutions qui étaient toutes faites sur ce sujet-là. Je pense aussi qu'on a une Smart City à la française d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, alors on a parlé d'open data, je vous rejoins dans 5 minutes. Justement, je vais en parler. On a effectivement Open Data France. On a des spécificités puisque on a une licence qui est très française, ou en tout cas, alors, qui est marrante parce que
Elle est anglaise au départ. C'est une licence sur l'open data qui s'appelle ODBL, en fait, qui est issue du monde anglo-saxon, qu'on a récupérée et qu'on a adaptée à la sauce française et qu'on a surtout investi, plus peut-être que le monde anglo-saxon. Et aujourd'hui, cette licence ODBL, elle promeut en fait ce qu'on appelle le share alike, donc l'échange et le partage de la même manière que la donnée a été publiée. Pour faire simple, quand une donnée est publiée, que vous êtes un réutilisateur, quand vous récupérez la donnée qui a été publiée par une collectivité et que vous l'enrichissez, vous êtes obligé de la republier avec les enrichissements. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que personne ne s'accapare de la donnée, personne ne se la privatise, personne ne se la garde pour soi. Et il n'y a pas un acteur, on sait bien de qui on peut parler, des grands acteurs numériques, qui va pouvoir récupérer la donnée et finalement enrichir son service sans que ça participe collectivement de la valeur du territoire. Et cette ODBL-là, il y a eu un grand débat tout au long de l'année 2016. D'ailleurs, au sein d'Open Data France, que je vais aussi rejoindre parce que justement je dois faire un compte-rendu de ce qu'on a fait en 2016, on a été missionné avec la ville de Toulouse pour réfléchir à l'évolution de la licence ODBL. Parce que les grands acteurs, on ne va pas citer leur nom, mais Google, Apple, TomTom, ne comprenaient pas cette licence, ou ne voulaient pas comprendre cette licence, ou avaient des soucis pour comprendre cette licence. Et du coup, ils nous disaient, on ne peut pas utiliser vos données, parce que si on utilise vos données, tous nos services, Google Maps, Apple Maps, vont devenir open data, et ce n'est pas possible pour nous, dans notre modèle économique, ça ne marche pas. Alors, on a essayé d'expliquer que ce n'était pas tout à fait comme ça qu'il fallait lire la licence, et on s'est dit, bon, bah, allez, on a été missionné par Open Data France pour ça, on va essayer de faire une V2 de la licence pour être plus clair, plus lisible, et pour que, à la fois, on reste sur les mêmes grands principes, mais quand même que chaque acteur puisse se retrouver dans cette licence-là. On a travaillé 1 an, bon, pas 1 an, pas 12 mois, hein, c'est des moments où on arrivait à se voir avec Toulouse, avec d'autres pour travailler. Donc pendant 1 an, le processus a fonctionné. On a présenté 2 versions à ces grands acteurs de la licence pour voir si ça pouvait, si les nouvelles façons d'aborder la question pouvaient être mieux comprises. Eux n'étaient pas satisfaits, ça répondait pas encore complètement à leurs attentes. Et nous, en plus, on complexifiait grandement la licence. Et donc on est 1 an après plutôt sur un constat d'échec du processus d'une nouvelle version d'ODBL, mais plutôt aussi sur le fait de se dire, non, en fait, on a des principes, voilà, la Smart City à la française, on veut faire ça comme ça. On ne veut pas complexifier la licence pour qu'elle devienne soi-disant plus lisible, plus compréhensible. Elle est simple en tant que telle. Et donc, du coup, on va continuer à utiliser cette licence-là comme ça. Par contre, parce qu'on n'est pas complètement obtus non plus, on va essayer d'avoir des dialogues avec les grands réutilisateurs, ou même les petits d'ailleurs, avec tous ceux qui veulent avoir un dialogue. Et c'est ça aussi la Smart City à la française. C'est-à-dire que c'est le fait de se dire qu'on met tout le monde autour de la table pour réfléchir à la fois à la stratégie, à la conception de la Smart City et à sa production. Et donc ça, je pense que pour le coup, c'est très français aussi. Et j'espère que ça sera repris ailleurs dans le monde, parce que les collectivités françaises, l'État, vous avez parlé de la loi numérique juste avant, a su s'organiser aussi pour organiser en fait ces échanges-là et cette manière d'envisager la Smart City. On était récemment, je vois Bruno dans la salle, on était récemment dans un débat où on essayait de réfléchir justement à ça, à cette particularité-là. Et on se disait, finalement, qu'est-ce qui change ? Le numérique fait de la disruption, fait du changement dans plein de secteurs différents. Et qu'est-ce que ça change finalement du point de vue de la ville et du point de vue d'être français ? Aujourd'hui, on est beaucoup dans une tendance où on a l'impression que le numérique, c'est soit je prends toute la nouveauté, je fais un peu table rase de ce qu'il y avait avant, donc soit je prends toutes les nouvelles solutions de mobilité, et puis ce qui existe avant, ça ne marche pas. Soit je fais rien. Et nous, on pense encore une fois que et pour le coup, c'est encore une Smart City à la française, il y a un chemin où la disruption, le numérique, va plutôt apporter de l'enrichissement. Il vient remettre de l'eau au moulin du débat, il vient remettre de nouveaux outils entre les mains des décideurs et des citoyens. Et du coup, il faut savoir intégrer cet enrichissement-là et pas simplement dire c'est bon ou c'est pas bon. C'est plus complexe que ça. Et donc je pense que de ce point de vue-là aussi, on a une Smart City à la française. Alors j'ai pas trop parlé de Paris, mais
Enfin, je ne sais pas s'il y aura des questions après. Paris, ville-monde. Mais après, Tout le monde connaît si Paris. vous voulez que je donne des exemples de Paris, parce que moi, on n'a plus besoin, visiblement, donc on a les exemples qui sont cités, donc le budget participatif, effectivement, qui inclut Data City. le citoyen. Data City, tu as raison, il faut le citer. On a un programme d'innovation qui nous semble vraiment intéressant. On a mis plusieurs sessions pour bien le roder. L'idée de Data City, c'est de dire la ville a des problèmes, la ville a des soucis. La ville et ses partenaires, parce qu'on a aussi plein de partenaires du territoire autour de nous. Et on va proposer, et ces problèmes-là, ils n'ont pas effectivement une solution sur étagère. Il n'y a pas encore de solution pile-poil qui arrive à résoudre ce problème-là. Et donc on va proposer ces problèmes-là à l'écosystème de nos territoires, en l'occurrence Paris, mais élargi, donc les startups, pour essayer de voir comment on peut co-concevoir avec elles, avec les startups, des nouvelles possibilités de solutions et les tester assez rapidement. Et donc du coup, sur des sessions d'1 an, arriver à poser des problèmes, essayer de voir quelles solutions existent, déjà un petit peu, mais qui pourraient être améliorées en co-conception, et travailler sur des retours. Et à chaque fois, en lien fort avec le territoire et avec les citoyens. Et arriver à mettre la solution tout de suite en test dans les mains des citoyens pour voir comment ils réagissent avec. Oui, tu as raison de citer Data City. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci aussi d'avoir fait ce focus, d'être revenu sur ce sujet effectivement du modèle à la française. Tu as parlé de cette logique de mutualisation. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'open data, tu as reparlé d'open source comme un levier de mise en commun. Et il y a un peu parfois ce côté battu en brèche des Français de toujours vouloir faire de l'universalisme, mais d'une certaine manière, penser la ville de manière universelle et de manière partagée et pas forcément réappropriée, c'est aussi une vision pas qu'intéressante, qui a du sens parce qu'elle peut créer à la fois de la valeur, du partage et des modèles économiques. Si je devais citer des acteurs qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui étaient présents hier, il y a quelques jours l'annonce au cours d'un forum par la Caisse des dépôts de ces démonstrateurs, de 8 démonstrateurs, si mes souvenirs sont bons, où le directeur général de la Caisse des dépôts a parlé de Smart City d'intérêt général, si je me rappelle bien. Et je trouve le concept intéressant. C'est-à-dire que, effectivement, cette logique qui consiste à construire à la fois des outils, construire des solutions, des propositions qui sont là pour l'intérêt général, ce qui est une notion qui est aussi apparue dans le cadre de la loi Le Maire sur les données d'intérêt général, c'est, je pense, pour le coup, réellement un élément différenciant par rapport à beaucoup de modèles qu'on voit dans d'autres pays, ou en tout cas dans la plupart des grandes organisations qui marketent le concept de Smart City, qui marketent la ville aujourd'hui. Peut-être justement, on a parlé de gouvernance, on a parlé de données, de gouvernance de la donnée, on a parlé d'open data. Mais la ville, c'est effectivement ces données peut-être encore difficilement perceptibles pour les usagers. Et puis c'est aussi du physique. Si on fait le lien du coup avec un autre sujet très à la mode qui sont les objets connectés, finalement tout ce qu'on porte au quotidien qui sur nous, mais finalement sur l'ensemble des réseaux urbains et qui produit de nouvelles données, mais aussi produit de nouveaux usages. Pour le coup, côté Angers, vous avez commencé à construire un modèle de développement économique autour de ces objets connectés. Constance et Muller, vous pouvez nous en parler un petit peu ? La planeuse ? Merci, bonjour à tous. Je vais évidemment vous parler d'Angers et de la question des objets connectés, puisque aujourd'hui Angers se positionne clairement sur ce sujet-là. Et effectivement, les objets connectés ont toute leur place dans une logique de Smart City. Mais avant tout, je voulais juste répondre à la question, après avoir écouté la version de Paris. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il n'y a pas de modèle de Smart City à la française, loin de là. Et je le pensais avant de venir à cette table ronde, et je le pense encore plus après vous avoir écouté sur l'avancée assez impressionnante de l'Estonie, qui n'est plus une Smart City, mais on va dire une Smart Country. Et on peut quand même comparer de manière assez flagrante que l'État français n'a absolument aucune structuration nationale et globale sur les smart cities à la française, et c'est un fait. Aujourd'hui, les villes
françaises, quelle que soit leur taille, avancent un peu en ordre dispersé, chacun un petit peu dans son coin. Et je dirais qu'à part des rapports par-ci par-là, des assemblées de quelques villes qui veulent se réunir pour essayer d'échanger des bonnes pratiques, il n'y a pas de volonté nationale et de prise de conscience de la part de l'État de faire un projet de Smart City à l'échelle nationale. Ça, c'était ma première intervention, même si effectivement on peut comparer la définition de la Smart City en France et en Europe par rapport à d'autres pays qui est totalement différente. En France et plus largement en Europe, la Smart City, ça va être la ville connectée, et donc je fais faire le lien avec les objets connectés. Une ville connectée, une ville innovante. Dans des pays, on va dire, émergents, la Smart City, c'est une question de transport urbain, de gestion de l'eau et de l'énergie. Donc on est sur des questions qui sont totalement différentes. Donc la Smart City, elle existe peut-être entre deux types, on va dire, de développement de pays. Mais aujourd'hui, au sein des villes françaises, on avance un petit peu, chacun dans son coin, et pas forcément avec une version globale portée par l'État français. Alors Angers, effectivement, comme toutes les villes de France, se dit être une ville intelligente. J'écoutais tout à l'heure mon collègue de Bordeaux qui énumérait un certain nombre de propositions concrètes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de différence majeure sur le papier entre ce qui a été énoncé par mon collègue de Bordeaux sur les initiatives qui sont prises par la collectivité et ce qui se passe à Angers. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est qu'il y a des bonnes pratiques, effectivement, en France, et que les villes, je dirais pas copient, comme c'est le cas de Tuba, qui peut voir le jour à Bordeaux. C'est pas une question de copier, c'est plutôt une question d'échange et de bonnes pratiques. Alors tout ce qui est dit par rapport à l'éducation, donc aussi bien les tablettes dans les écoles, mais surtout les usages qu'on peut faire du numérique, le développement de la fibre optique, la question de la dématérialisation, des services en ligne. Je pense que tout ça, on pourrait faire une grande liste, et un certain nombre de collectivités le font déjà ou sont en passe de le faire. Donc il n'y a pas d'éléments différenciants si on prend ces éléments de la ville intelligente en France qui sont assez classiques. Par contre, à Angers, on s'est posé la question, comment sortir du lot ? Une fois qu'on a fait toutes ces choses, qu'on a cette ambition qui est politique, il faut le dire, il faut quand même une ambition politique pour se lancer sur ce type de sujet, dans un contexte de réduction des dotations de l'État et dans un contexte financier assez difficile. La priorité des villes n'est pas forcément de se lancer sur ce type de projet. Mais pour autant, c'est bien un élément différenciant pour les villes. Et aujourd'hui, les villes doivent pouvoir attirer. Et il y a une question quand même aussi de marketing territorial. Alors Angers, les objets connectés, pourquoi ? C'est une ville qui a un passé assez fort dans le domaine de l'électronique. On a des leaders européens sur leur marché comme Eolan, comme Bull, comme Evolis. Donc c'est une question qui fait partie du patrimoine, on va dire, industriel du territoire. Et qui dit objet connecté dit effectivement cette base dans l'électronique. Et c'est de cette histoire dans l'électronique qu'est venue l'installation de la première cité de l'objet connecté en France en 2015, inaugurée par le président de la République. Donc c'est un bâtiment qui a 1 an et demi. Et cette cité, en fait, c'est une usine d'un nouveau genre, un accélérateur industriel qui vous permet sur place et donc au même endroit d'aller de votre idée d'objet connecté jusqu'à la production d'objets connectés, jusqu'à 10 000, voire plus, de pré-série. Donc sur un même espace, vous avez des conseils juridiques, du conseil business, du conseil en design, pour fabriquer votre objet connecté, pour fabriquer la partie électronique, pour designer le produit, pour faire les études de marché. Et c'est un peu comme un espèce un mélange entre une usine et un espace de coworking sur lequel vous êtes conseillé sur toutes les étapes de la fabrication d'objets connectés. Et donc, cette usine d'un nouveau genre, qui aujourd'hui voit un homologue arriver en Chine, qui s'appelle également la Cité de l'objet connecté, avec le même logo et avec la même marque, qui est donc la sœur jumelle d'Angers en Chine. Aujourd'hui, la Cité, c'est un peu plus d'une vingtaine de projets qui sont, je ne vais pas dire incubés, mais développés sur place, quel que soit le stade de maturation de l'objet. Et donc, suite à cette cité, plus notre histoire dans l'électronique, on a été labellisé en septembre 2015, French Tech, sur l'écosystème IoT. Les choses avançant, le label French Tech, la cité, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire
en utilisant cette labellisation objet connecté en rapport avec la Smart City. Et c'est de là qu'arrive notre positionnement un peu différenciant sur cette thématique, c'est qu'on se positionne comme territoire d'expérimentation de solutions intelligentes, de solutions connectées dans le domaine de la Smart City. C'est-à-dire, notre positionnement, c'est d'aller voir des entreprises, des porteurs de projets, des grands groupes, quelle que soit la taille d'ailleurs de la structure, et de dire, vous avez un projet Smart City, vous souhaitez développer une solution innovante, vous avez un projet d'objets connectés qui devrait être testé dans un milieu urbain, venez le faire à Angers. Parce qu'on a toutes les capacités pour vous accueillir, et on a toutes les légitimités et les connaissances pour le faire. Le deuxième élément qui nous permet de vendre ça un petit peu à l'extérieur, c'est qu'Angers est une ville dite médiane qui sert pour les instituts de sondage et pour les études de marché. C'est-à-dire que la population angevine est une population type française. On y retrouve toutes les catégories sociales, les différentes CSP, différents niveaux d'études. Pour les instituts de sondage, c'est une ville qui fait partie de la population française à titre, on va dire, c'est pas péjoratif, mais de dire de manière moyenne. Donc on a l'habitude d'utiliser Angers pour faire des études de marché, pour faire des sondages et pour tester surtout des produits avant qu'ils soient lancés sur le marché. Donc ces deux aspects font qu'on se positionne comme territoire d'expérimentation sur le domaine de la Smart City, plus largement sur les solutions innovantes en ville, et donc avec la volonté de faire d'Angers un laboratoire à ciel ouvert. Donc cette dynamique, elle a été créée il y a maintenant un peu plus d'un an. On a créé une association qui s'appelle PAVIC, la plateforme angevine pour la ville intelligente et connectée, qui nous permet d'accueillir et d'avoir un seul canal pour accueillir toutes les entreprises qui souhaitent venir à Angers tester leurs innovations. La collectivité est bien sûr partie prenante de cette association, mais c'est un outil assez unique de dire passer par cette structure pour venir tester vos solutions connectées, vos solutions innovantes en ville à Angers. Donc si vous voulez plus d'informations, il n'y a pas de souci pour les échanges de questions-réponses, mais en tout cas, voilà comment Angers se positionne sur ce domaine de la Smart City et de manière un peu différenciante. Merci beaucoup Constance. C'est intéressant ce côté ville test, ville laboratoire que tu évoquais. Alors là encore, je pense que les bonnes idées circulent et elles circulent depuis longtemps. En bon bordelais, je vais faire la promotion de Paris parce qu'il y a un truc qui s'appelait Paris Région Lab il y a quelques années, qui est devenu Paris & Co, qui a déjà plus de 10 ans avait lancé cette logique de territoire d'expérimentation, de mise à disposition du territoire francilien même, je pense, pour expérimenter des innovations. Et ça pourrait d'ailleurs faire le lien. D'ailleurs, l'idée était bien celle-là, se dire, ben voilà, on a cette première vision et ce premier débat. D'ailleurs, on pourra peut-être y revenir dans le cadre des questions-réponses. Existe-t-il un modèle de Smart City à la française entre ces visions que vous avez exprimées? Alors, c'est peut-être intéressant aussi de se dire, là encore, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Philippe, le terme de Smart City, il a été avant tout construit, marketé par des grands acteurs industriels, et en l'occurrence par des grands acteurs industriels nord-américains. Et aujourd'hui, autour de la table, on a aussi des acteurs industriels de taille très différente, mais des acteurs industriels français qui, d'une certaine manière, construisent un positionnement de ville intelligente. Est-ce que, et on va peut-être commencer par... pour le coup, Arnaud Chevalier de Connexings, est-ce que au niveau des entreprises françaises, il y a un modèle français de technologie ou un modèle français de ville intelligente? Alors, bonjour à tous. Alors, Connexings, en quelques mots, et je répondrai évidemment à la question, est une entreprise qui a été fondée en 2007 avec une intuition. L'intuition qui consistait à se dire que de la valeur pouvait être créée si on reliait les objets avec son smartphone. D'où le nom de Connexings, qui en 2007 était évidemment visionnaire, puisque les smartphones n'étaient pas encore parfaitement arrivés, mais que déjà la fondatrice pensait que ces smartphones allaient permettre de connecter les objets. Et évidemment, dans un usage de ville connectée ou de ville intelligente, cette connexion à l'objet public peut avoir de la valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que je dirais que oui, une Smart City à la française, ça existe, mais
pas parce qu'elle est française, parce que en fait, chaque collectivité locale, chaque territoire va, avec sa propre histoire, avec ses propres valeurs, donc bien sûr des valeurs françaises vont être partagées par différentes villes françaises, donc c'est en cela où on peut dire qu'il y a les smart cities qui peuvent être françaises, mais que chaque territoire va s'approprier et mettre en œuvre concrètement, parce que je pense que c'est ça, une ville intelligente. Qu'est-ce que c'est ? Une ville intelligente, c'est des décisions politiques qui vont permettre de mettre en œuvre des services concrets, réels, qui vont pouvoir apporter une solution aux gens qui ou habitent ou visitent la ville, pour la rendre plus pratique, plus facile, etc. Et Connexins, c'est une entreprise qui va apporter des services, des usages. Donc nous allons utiliser des technologies, mais parce que ces technologies vont permettre des usages, et c'est vraiment en cela que je pense qu'on apporte notre pierre à l'édifice dans une stratégie de ville intelligente d'une collectivité locale. On va apporter des solutions d'usage via les smartphones des gens, puisque évidemment c'est un point qui est important. Lorsque l'on est en mobilité, son smartphone va pouvoir nous rendre de grands services. Mais on s'aperçoit, nous qui avons la chance de travailler avec des grandes villes telles que Barcelone, telles que Madrid, telles que New York, telles que Paris, Bordeaux, Montpellier, Lyon également, nous avons la possibilité de voir les différences en fait, qui existent. Et en fin de compte, ces différences, elles sont plus dans la méthode, dans la façon dont on va aller quelque part, mais en fin de compte, in fine, tout le monde veut aller à proposer des usages qui ont de la valeur pour les habitants et les visiteurs. Tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, connecter à la fois de la data qui a beaucoup de valeur, mais de pouvoir également peut-être connecter les objets publics. Et si on relie les deux, on s'aperçoit que des nouveaux usages, des nouveaux services peuvent vraiment venir se créer. En fin de compte, la finalité est la même, c'est le chemin qui va différer. Et ce chemin, en fait, il va être lié à la culture, à la valeur, à la spécificité, à l'histoire d'un territoire, aussi à la capacité des hommes, puisque, en fin de compte, c'est aussi la capacité à percevoir ce qu'est un nouveau service, à percevoir ce que peut créer une valeur de relier un objet, relier de la data, parce que nous sommes dans des nouveaux usages, donc aujourd'hui, il n'y a pas de garantie. Même si on déploie beaucoup de solutions de par le monde, on est bien incapable de vous dire si vous faites ça, ça marchera à 100%. On sait vous dire que si vous faites ça, il est probable que ça marche, il est probable que des nouvelles valeurs vont émerger, il est probable que vous êtes en train de favoriser l'innovation sur le territoire, mais aucune garantie, évidemment, ne peut advenir à ce stade, on va dire, dans une démarche d'innovation. Mais on s'aperçoit que la vraie différence aujourd'hui, c'est aussi les capacités que vont avoir les décideurs politiques à pressentir que, évidemment, c'est une bonne idée, que ça devrait aller dans le bon sens, à être capable de décider que oui, on va y aller, et à trouver les solutions. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte également que, puisque tout ça est nouveau, que ce soit les technologies qui sont utilisées, que ce soit les usages qui peuvent en découler, que ce soit la mise en œuvre qui vont venir appuyer toute cette approche, eh bien ça remet en cause toute la façon de penser, les outils juridiques, l'approche administrative et évidemment les business models d'ailleurs des entreprises. Nous sommes, par exemple, chez Connexins, aujourd'hui numéro 1 en Europe des objets publics connectés. Nous travaillons avec 30 ou 40 métropoles. Nous avons une grande expérience. Nous avons levé 10 millions de dollars l'année dernière et nous sommes aujourd'hui implantés aux États-Unis et nous commençons à travailler avec des villes américaines et on se rend compte qu'on a beaucoup de valeur pour les villes américaines. Donc même si ce sont des gens très, on va dire, avancés, croit-on, eh bien pas plus que nous, mais pas moins. Et bien sûr, pour que tout ça soit possible, quand on veut s'appuyer sur des acteurs privés, il faut leur permettre de gagner leur vie. Et je pense que dans l'innovation, dans ces nouvelles technologies, la valeur fait que des business models nouveaux peuvent apparaître. Et Alain Turby de Bordeaux disait justement, et ce n'est pas le seul, que les moyens des collectivités locales sont plutôt à la baisse qu'à la hausse. Eh bien, c'est par des business models justement un petit peu innovants ça va permettre la rencontre entre la collectivité locale va pouvoir mettre en œuvre des solutions innovantes sur son territoire sans nécessairement financer l'intégralité, parce que des acteurs tels que Connexins va avoir un business model nouveau qui va permettre de créer de la valeur par ailleurs,
sans venir heurter ni les valeurs, ni, on va dire, les enjeux d'une collectivité locale, mais ça met un petit peu, on va dire, en tension les règles de marché public ou toutes les règles habituelles qui ne prévoient pas des nouvelles approches. Et donc c'est une smart city ou une ville intelligente, c'est aussi une ville faite de femmes et d'hommes, de décideurs qui vont être capables de trouver des solutions, évidemment légales, mais de trouver des solutions un petit peu, on va dire, nouvelles pour permettre ce genre d'approche. Et c'est voilà, dans l'agilité à la fois de mise en œuvre, mais aussi dans l'agilité de pensée, que tout cela va pouvoir on va dire, se concrétiser et avancer. Et voilà, donc c'est un petit peu, on va dire, la réponse, c'est dans la capacité de faire. Et cette capacité de faire, c'est prendre en compte, évidemment, des nouveaux usages, mais c'est de prendre en compte aussi les outils administratifs, juridiques, légaux, pouvoir aussi les adapter, sans renier aucunement, bien sûr, ses propres valeurs, ses enjeux, ses ambitions. Mais c'est tout à fait possible, mais c'est vraiment une façon de percevoir les choses et de se les approprier qui vont faire la différence, je crois, puisque une ville va se juger, et on voit bien par l'Estonie. En fin de compte, Monsieur le Consul nous a décrit des choses qui nous ont tous, on va dire, extrêmement intéressés, mais parce que ce sont des choses concrètes. C'est ça. Alain Turby disait, tiens, à Bordeaux, il y a des nouvelles choses sur les horaires des bus. Parce qu'en fin de compte, en tant que Bordelais, quand vous êtes à Bordeaux, la solution qu'a mise en œuvre Connexins, elle se voit, elle est utilisée par les Bordelais. Tous les Bordelais la connaissent, l'utilisent. Voilà, c'est à travers l'usage qu'on fait la démonstration que c'est intéressant. Et en fin de compte, je crois que c'est ça. C'est le seul juge de paix, c'est l'usage. Donc, il y a des usages qui vont être mis en œuvre parce que des solutions vont être proposées et des usages vont en découler. Et inversement, il y a parfois des usages qui vont précéder une volonté politique et qui peuvent venir un peu heurter des logiques, notamment en mobilité. On voit bien qu'il y a des acteurs qui arrivent sur ce territoire et qui peuvent venir vraiment déboussoler complètement des équilibres économiques. Mais en fin de compte, je pense que des solutions peuvent être trouvées qui vont convenir à la fois à la collectivité locale, qui vont convenir, on va dire, à l'équilibre économique local, mais qui vont aussi convenir à l'habitant, au visiteur, au citoyen, parce que lui a adopté cet usage, sans se rendre compte qu'évidemment ça peut avoir des conséquences complexes. Quand on prend par exemple des acteurs tels que Uber ou Airbnb, ils viennent clairement heurter des équilibres et ça peut avoir des incidences négatives, même pour l'usager qui en a un avantage immédiat. Et donc on voit bien que c'est cette logique-là, mais qu'on a déjà tous connue, c'est-à-dire la globalisation. C'est quoi? C'est avoir accédé, on va dire, à des produits très peu chers et très, très, très high-tech. Mais le corollaire, c'est qu'éventuellement, peut-être qu'en Europe, on va se retrouver au chômage. Donc on voit bien qu'il y a des tensions entre le travailleur et le consommateur. Et dans la ville intelligente, on est dans la même logique. C'est qu'il faut trouver ces équilibres entre je suis utilisateur et je suis citoyen. Et je veux pas gagner sur un point et perdre sur un autre. Même si momentanément je vais gagner sur un plan et je ne vais pas me soucier, on va dire, des conséquences qu'il peut y avoir dans un deuxième temps. Mais c'est là où je pense qu'il faut trouver à la fois du bon sens, garder ses valeurs, mais quand même être ouvert aux nouvelles choses et pas aller contre, puisqu'en définitive, je pense que vouloir s'opposer à des choses qui se mettent en place, c'est jamais bon pour personne. Merci beaucoup Arnaud pour ton intervention. Une minute, juste pour redire qu'effectivement le cadre d'expérimentation qui est utilisé à Paris, en fait, c'est un cadre d'occupation du domaine public. Donc c'est un cadre qui permet en fait à chaque entreprise parisienne de venir expérimenter sur ce cadre-là. Et comme Arnaud est assez prudent, on n'a pas encore complètement signé, mais on peut quand même le dire. On va lancer vous allez lancer avec JC Deco, et nous on a juste accepté et signé la convention d'expérimentation. Une très belle expérimentation sur le beacon en milieu urbain dense, puisqu'il y aura, si ma mémoire est bonne, plus de 2000 beacons. 2500 beacons déployés sur le territoire parisien pour vérifier justement les usages et le business model de cette technologie-là à l'échelle d'une ville, et donc potentiellement d'une ville intelligente. D'une ville-monde. Alors si vous m'autorisez, je peux peut-être détailler concrètement. Non, parce que sinon on n'aura pas le temps de laisser parler NJ. Mais juste, je reviens sur un des éléments de votre intervention, parce qu'on parlait de
modèle français de ville intelligente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un modèle économique pour des sociétés françaises sur la ville intelligente. Et je pense que c'est un point qui est important par rapport à notre débat. C'est-à-dire que parfois, on se sent un peu petit par rapport à des mastodontes nord-américains. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois à Montréal sur le 2e semestre et d'aller voir ce que finalement le Québec faisait en termes de ville intelligente. Ils sont excellents en termes de marketing territorial. Vraiment, ils sont super forts. Là, on est tout petit, mais finalement, ils ne sont pas tellement en avance. Et là où finalement on développe des forces, qu'on parle de stratégie locale, de collectivité ou d'entreprise du numérique, de la ville intelligente, il y a des modèles économiques, mais pas uniquement en France. Et je pense que c'est aussi un sujet qui est très intéressant. On peut s'appuyer sur nos forces, on peut s'appuyer sur nos expertises, nos startups et nos grands groupes pour aller développer des business models sur la ville intelligente, et pas qu'en France, pas qu'en Europe, aussi à l'international, en Amérique du Nord et dans les autres zones. Et du coup, ça me permet de passer la main à Charles-Édouard Delpierre d'Engie. Engie, c'est un grand opérateur, c'est un opérateur énergétique qu'on connaît tous évidemment, mais qui aujourd'hui se positionne massivement comme opérateur de la ville intelligente. Comment ça se produit, ça, chez un acteur de réseau, cette transformation vers opérateur de ville intelligente ? Bonjour à tous, donc Charles-Édouard Delpierre, je travaille chez Engie. Je suis directeur adjoint du sujet Smart City et je suis très content et ravi d'être ici parmi vous tous. Donc en fait, pour être tout à fait précis, Engie ne se positionne pas en tant qu'opérateur de la ville intelligente et n'utilise pas d'ailleurs le vocable ni Smart City ni ville intelligente dans ses différentes présentations, discours, brochures et publicités. On se veut plutôt aujourd'hui un partenaire des territoires et de tout ce qui existe dans un territoire, les industries, les habitants, les immeubles, les infrastructures d'énergie qui sont de plus en plus locales, renouvelables, etc. Les infrastructures de transport, on a parlé de mobilité, d'embouteillage, de congestion, trafic, etc. Donc en fait aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, et sans non plus généraliser d'une géographie à l'autre, d'un territoire à l'autre, c'est d'essayer d'être à l'écoute des territoires. Et en fait, ce qu'on se rend compte, et c'est peut-être là un élément d'éclairage sur est-ce qu'il existe une spécificité française de la ville, plus qu'elle soit intelligente ou pas d'ailleurs, c'est cette notion d'avoir une stratégie territoriale. Et aujourd'hui, rares sont peut-être les villes à l'échelle mondiale qui ont une vraie stratégie territoriale sur les sujets numériques. Toutes les villes ont une stratégie territoriale sur un certain nombre de sujets, pas toujours sur les sujets du numérique, ou alors on a une stratégie de laboratoire, d'expérimentation. Et c'est d'ailleurs à Singapour, c'est sans doute le plus bel exemple. Singapour, on parle de Smart Nation maintenant. Plus Smart City, plus Smart État, c'est une nation smart qui se veut être le champion mondial des sujets smart appliqués à la ville. Donc voilà, je pense que cette notion de stratégie territoriale est très importante. Le corollaire, c'est la notion de gouvernance, c'est-à-dire d'organisation transverse, puisque le numérique est transverse. Il n'a d'ailleurs peut-être pas les mêmes frontières que nos propres frontières administratives, sans parler de la particularité de la France, qu'à d'avoir un certain nombre de collectivités territoriales, de syndicats intercommunaux, de conseils départementaux, régionaux, etc., d'établissements publics. Donc on se rend bien compte qu'il y a forcément une spécificité française de par cette culture de l'administration, de par cette histoire de l'administration, de par cette juxtaposition presque de l'État et l'administration déconcentrée versus les collectivités territoriales, et de la notion du service public. Ça aussi, je pense que c'est une vraie spécificité française aujourd'hui, la notion de service public. Et toute la question, je pense, c'est une manière de reformuler la question, parce que Smart City, c'est pas un mot français, donc ça pouvait questionner de dire est-ce qu'il existe une Smart City à la française. Je pense qu'il existe une ville à la française, notamment autour des notions de ville durable, où là, les opérateurs français sont connus et reconnus partout dans la planète, sans citer de nom, mais tout le monde, tous les grands opérateurs et même les plus petits français travaillent partout dans la planète sur ces sujets de ville durable. Deuxièmement, donc la notion de stratégie territoriale est importante, avec la question comment avoir une stratégie territoriale transverse en tenant compte du cadre et de l'histoire de l'administration française. Encore une fois, c'est difficile en France de faire parler différentes collectivités entre elles, déjà sur un même bassin de vie, même si les métropoles vont aider à faire ça, ou la notion de bassin métropolitain. D'autre part, le sujet du numérique, il est nouveau, il est très complexe. Rares sont aujourd'hui les gens qui savent exactement
de A à Z, qu'est-ce que ça veut dire le numérique, qu'est-ce que ça veut dire le digital, qu'est-ce que ça veut dire le smart, c'est quoi une donnée, qu'est-ce qu'on peut en faire, à qui ça appartient, combien ça coûte, combien ça rapporte. Tout ça, on n'en sait rien. Les modèles économiques n'existent peut-être pas non plus aujourd'hui. Et moi, mon personnel, par-delà l'appartenance à un groupe comme Engie ou à d'autres fonctions qu'on peut avoir, c'est la notion de modèle économique, de sujets digitaux dans des villes peut-être durables. Quand bien même on aurait une gouvernance transverse et quand bien même on aurait des collectivités qui se parleraient entre elles. On voit aujourd'hui apparaître des acteurs numériques qui ne savent pas ce que c'est qu'une ville, qui ne savent pas ce que c'est que le code des marchés publics, qui ne connaissent pas la différence entre un marché public, une concession, un affermage ou un marché de partenariat, et qui font des services publics de numérique dans des villes gratuits. C'est génial parce que comme les collectivités territoriales ont moins d'argent, on peut très bien se dire c'est formidable, venez chez moi. C'est ce qui se passe à Singapour. Hein. Mais est-ce que ça a un sens, encore une fois, en partant de la culture française de l'administration, de la notion de service public, de privatiser une partie de nos villes, de privatiser nos services publics. On parle d'ubérisation aujourd'hui, c'est le mot à la mode, même d'ubérisation de la vie politique. Bon, en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui ne pas évoquer le sujet. On ne peut pas ne pas évoquer Google, on ne peut pas ne pas évoquer Uber quand on parle de transport intelligent dans une ville intelligente. Et peut-être que ces solutions, d'ailleurs, sont bien plus intelligentes que les solutions des opérateurs plus traditionnels, plus classiques, dont fait partie Engie. Mais en tout cas, toute la difficulté de mon point de vue, quand on essaye de répondre à la question Smart City à la française, encore une fois, c'est de bien poser les questions de la spécificité administrative et politique de la France, réfléchir à la notion de la gouvernance, réfléchir au GAFA, donc l'acronyme Google, Amazon, Facebook, Apple, et de précisément avoir une stratégie transverse, la plus transverse possible, peut-être publique et privée, petits acteurs, grands acteurs, petits acteurs publics, grands acteurs publics, essayer d'avoir un cadre de gouvernance, encore une fois, je pense que c'est le mot-clé, pour essayer d'avoir une stratégie sur ces différents sujets qui, encore une fois, sont extrêmement complexes. Merci beaucoup Charles-Édouard. On est très très en retard. Est-ce qu'on peut éventuellement, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle avant qu'on rende et que je me fasse complètement insulter pour ne pas avoir tenu les délais de cette table ronde? Une... Pas de questions? Le contraire aurait été étonnant. J'étais en train d'essayer de mémoriser les excellents propos des différents intervenants qui viennent de s'exprimer. Non, j'avais une question qui nous amenait, parce que j'ai la chance d'être à côté d'André Rossineau et on parlait du Grand Est et que j'arrive de Belgique et on s'est fait collectivement une réflexion un peu plus loin que celle de la française, c'est est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aurait une Smart City francophone au-delà du modèle Smart City français qui peut être culturel, qui peut être sur des modèles économiques, parce qu'on vient de voir que là, vous venez l'un et l'autre de débattre de modèles aussi économiques. On n'a pas mis le mot, mais c'était ça dont on venait de parler. Et moi, j'aurais voulu qu'on pose une dernière question qui est celle de la culture. Est-ce qu'on a une manière, pas business, pas modèle économique, culturelle de faire une Smart City? Et si c'est le cas, et si on a une manière culturelle, est-ce qu'elle est liée également à la francophonie? Parce que c'est une question que l'on retrouve au Luxembourg, en Belgique et également dans d'autres pays francophones. Est-ce que la Smart City française parle anglais? Est-ce qu'elle s'exporte dans la francophonie aussi? Je peux apporter un premier élément de réponse un petit peu dans la philosophie de la question. C'est aujourd'hui, à partir du moment où tous les plus grands acteurs qui produisent des solutions informatiques appliquées au métier de la ville, ce sont des acteurs anglo-saxons. Donc les logiciels, aujourd'hui, l'interface est en anglais. Donc ça permet peut-être, de manière un peu presque provocatoire, de dire c'est difficile de faire de la Smart City à la française, en français, donc francophone, précisément puisque l'industrie qui est derrière, elle est éminemment anglo-saxonne. Et de plus en plus anglo-saxonne / sud-asiatique, surtout Chine d'ailleurs. Donc c'est un vrai sujet de la place de la France, de la francophonie, de l'Europe. Je pense même que l'échelle, c'est certainement plus l'Europe, ou un binôme entre métropole, Europe, peut-être ce qui questionne peut-être la place de l'État français là-dedans, ou des États en général. Mais je pense que voilà, c'est un éclairage un peu sur ce sujet. J'aurais aussi une toute petite phrase de réflexion.
je ne sais pas s'il y a un modèle francophone sur le terme juridique ou sur le terme économique ou de la gouvernance, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un sur le modèle culturel. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour rebondir sur la question anglaise, volontairement, moi je n'utilise normalement jamais le terme de smart city. Dans les présentations que j'ai l'habitude de faire à l'extérieur d'Angers ou pour parler d'Angers de ce modèle-là, je dis même d'ailleurs rarement le terme ville intelligente, puisqu'en fait, les Français et aussi, je pense, peut-être nos collègues québécois ou suisses ou belges tiennent à la langue française et que c'est, je pense, une question importante et qu'on veut développer notre propre modèle qui s'appuie sur notre culture de la langue française. Et même le terme de ville intelligente n'est même lui-même pas très logique, puisqu'en fait, tous les sujets dont on a parlé, c'est pas la question d'être intelligent, parce que ça voudrait dire qu'il y a des villes qui sont bêtes, ce qui n'a pas de sens. Mais on est bien sur des villes qui sont plutôt efficientes. Oui, je dirais plutôt des villes efficientes plutôt que des villes intelligentes. Donc le terme lui-même de smart city n'est pas très adapté à la francophonie. Et je pense que la francophonie tient à avoir son propre modèle basé sur sa culture. Bien, mais écoutez, compte tenu des délais, je vous propose de terminer ici cette table ronde. Merci à tous les intervenants, merci à tous les participants. Et puis de toute manière, le débat ne fait que commencer, il se prolongera sans aucun doute. Et on va essayer de réfléchir, continuer à réfléchir à ce modèle culturel, multiculturel, multilinguiste de la ville intelligente, de la ville plus intelligente, de la ville inclusive, participative dans les prochains mois. Merci à tous.